Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une présentation qui relève en fait de travaux de ma thèse où j'ai cherché en fait à quantifier la fixation symbiotique et l'effet précédent d'une diversité de légumineuses à graines pour savoir si finalement toutes les légumineuses à graines se valent. Alors déjà, pour recontextualiser un petit peu, déjà, on sait que les légumineuses sont la source de divers services. Ces services peuvent être en lien avec l'azote, donc tels que déjà la production de biens agricoles, avec la production de graines riches en protéines. Par ailleurs, elles permettent de fournir de l'azote aux cultures pendant leur cycle grâce à leur capacité à fixer l'azote atmosphérique, mais également à la culture suivante via la minéralisation de leurs résidus qui sont souvent riches en azote et plus riches que des céréales. D'autre part, ces deux flux permettent de réduire le recours aux fertilisants azotés et donc contribuent indirectement à la régulation du climat via la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à finalement la consommation de fertilisants azotés. Cependant, elles peuvent être également source de disservices via la pollution de l'eau, puisqu'on peut observer des pertes de nitrates par lixiviation après des légumineuses à graines, puisqu'elles ont tendance à laisser plus d'azote minéral dans le sol par rapport à des céréales. Les légumineuses à graines, quand elles sont introduites dans les systèmes de culture, peuvent également fournir des services qui sont associés à la diversification des systèmes de culture via la régulation des bioagresseurs, notamment des bioagresseurs des cultures principales, en contribuant à la diversification des rotations. D'autre part, ce sont des cultures qui sont attractives pour les pollinisateurs et donc qui contribuent au service de pollinisation. Néanmoins, ce sont des cultures qui sont plutôt sensibles aux bioagresseurs et aux adventices. Et dans le cadre de cette présentation, je vais notamment me focaliser sur deux types de services. Qui sont plutôt des services associés finalement à l'azote, donc à savoir la production de graines riches en protéines et la fourniture d'azote via la fixation symbiotique et l'effet précédent. Et également un disservice qui est la pollution de l'eau par la lixiviation. Donc, pour mener à bien cette étude, nous avons fait une étude comparative sur 10 espèces de légumineuses à graines qui ont été choisies pour leurs caractéristiques morphologiques aériennes et racinaires contrastées afin d'obtenir des références pour une diversité d'espèces. Donc, on s'est focalisé sur 10 espèces, des espèces de printemps, donc à savoir la févrole, le pois, le lupin, la lentille et la veste commune, et des espèces d'été, donc qui étaient cette fois-ci semées en mai, à savoir le haricot, le pois chiche, le soja, le fenugrec et la veste de Narbonne. Donc, dans un premier temps, on s'est intéressé à l'acquisition d'azote par les légumineuses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant leur cycle, les légumineuses sont à la fois capables de fixer l'azote atmosphérique, mais sont également capables de prélever l'azote minéral dans le sol. La fixation symbiotique des légumineuses se met en place seulement lorsque l'azote minéral dans le sol n'est plus suffisant pour contribuer aux besoins azotés des légumineuses. Donc pour ça, on a mis un dispositif expérimental, à savoir avec 2 dates de semis, donc en mars et en mai selon la physiologie de chacune des espèces de légumineuses. Toutes les espèces de légumineuses ont été inoculées avec une souche spécifique de rhizobium afin d'assurer la fixation symbiotique. Et on a également testé 4 niveaux de fertilisation azotée afin de faire varier la disponibilité en azote minéral. Donc ces 4 niveaux de fertilisation azotée étaient de 0 kg d'azote par hectare, 50 kg d'azote par hectare, 150 kg d'azote par hectare et 300 kg d'azote par hectare. Donc bien entendu, ce ne sont pas des niveaux de fertilisation que l'on retrouve dans des milieux exploitants, mais c'était une étude exploratoire pour finalement regarder l'effet de la présence d'azote minéral dans le sol sur la fixation symbiotique et voir s'il existait des différences de réponse entre les espèces de légumineuses. Donc la première chose qu'on a regardée, c'est voir si finalement on avait un effet de la présence d'azote minéral sur la quantité d'azote totale que l'on retrouvait dans les parties aériennes des légumineuses. Donc, ce qu'on voit, c'est que chaque barre correspond à la quantité d'azote totale dans les parties aériennes des légumineuses et la couleur de bleu correspond au niveau de fertilisation azotée. Donc, la couleur la plus claire correspond à aucun
apport d'azote minéral, tandis que le bleu plus foncé correspond à un apport de 300 kg d'azote par hectare. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que pour 6 espèces, donc la lentille, la veste commune, le lupin, la veste de Narbonne, le fenugrec et le soja, on n'a aucune différence significative quant aux quantités d'azote totales que l'on retrouve dans les parties aériennes de ces espèces. C'est-à-dire que la fixation symbiotique a été en mesure d'assurer les besoins azotés de ces espèces. Pour 3 espèces, c'est-à-dire le pois, la févrole, le haricot, on voit qu'on a une quantité d'azote dans les parties aériennes qui est légèrement plus importante pour la modalité 300N par rapport à lorsque aucune fertilisation azotée a été apportée. Et donc pour ces 3 espèces, en fait, il s'agit essentiellement de ce qu'on appelle de la consommation de luxe, c'est-à-dire que la plante va avoir tendance à accumuler, à continuer à accumuler de l'azote, mais ça n'a pas forcément de répercussion sur le rendement. Et enfin, on a seulement une espèce qui est le pois chiche pour lesquels on a eu une augmentation de la quantité d'azote totale lorsqu'on a apporté de l'azote minéral. Et donc ça montre que finalement la fixation symbiotique n'a pas permis de répondre aux besoins azotés pour cette espèce spécifiquement. Et des mesures supplémentaires, enfin des observations supplémentaires pour le pois chiche ont montré que la fixation symbiotique de cette espèce s'était mise en place très tardivement dans son cycle par rapport aux autres espèces. Donc on pense que la souche qu'on a apportée de rhizobium n'était pas suffisante pour assurer la fixation symbiotique pour cette espèce. Ensuite, notre deuxième question, c'était de savoir si on avait une réponse différente de la fixation symbiotique en fonction de la quantité d'azote minéral qui était disponible au semis des espèces. Donc ici, vous avez la proportion d'azote issue de la fixation symbiotique en fonction de la quantité d'azote minéral au semis. Donc plus la proportion est importante, plus la légumineuse repose sur la fixation symbiotique. Donc, ce qu'on observe, c'est que pour toutes les espèces, plus le niveau d'azote minéral dans le sol augmente, plus la fixation symbiotique diminue. Mais par contre, on a des différences entre les espèces. C'est-à-dire que pour, par exemple, la févrole, le lupin et la veste commune, on a beau apporter 300 kg d'azote minéral au semis, les légumineuses, ces espèces-là, continuent à fixer de l'azote symbiotique. Au contraire, pour toutes les autres espèces, on a une inhibition complète de la fixation symbiotique quand on apporte 300 kg d'azote par hectare. Et pour le haricot, cette inhibition est d'autant plus est très importante dès lors que l'on apporte 100 kg d'azote par hectare. Donc, on a des différences de réponse en fonction des espèces de légumineuses. Et on a pu expliquer ces différences de par 2 critères, à savoir les besoins en azote des cultures. Donc, c'est-à-dire que plus les besoins en azote des cultures sont importants, moins la fixation symbiotique est inhibée. Et également selon les capacités de prélèvement de l'azote minéral entre les espèces, avec des espèces comme le soja et le haricot qui sont capables de prélever beaucoup plus d'azote minéral comparé à de la févrole ou du lupin, par exemple. Ensuite, dans un second temps, on s'est intéressé à la seconde partie, donc qu'est-ce qui se passait après les espèces de légumineuses. Donc, une fois que les graines étaient récoltées, on sait qu'on a une minéralisation des résidus et cet azote peut être prélevé par la culture suivante. Mais une part de cet azote peut également être perdue par lixiviation. Donc pour ça, on a mené une deuxième expérimentation, donc 2 expérimentations de 2 ans, avec la première année donc, qui correspondait à 2014 et 2016, la culture des 10 espèces de légumineuses, et l'année suivante, une culture de blé qui était non fertilisée. Pour comparer ces espèces de légumineuses, on a également choisi 2 précédents céréales, donc à savoir de l'orge pour comparer aux précédents de printemps et du sorgho pour comparer aux précédents d'été. Ces 2 précédents céréales étaient fertilisés de manière raisonnée. Donc ici, vous avez les premiers résultats. Donc chaque barre correspond au rendement du blé suivant en fonction du précédent.
Donc pour l'année 2015. Donc en jaune, ce sont les précédents, enfin le rendement du blé, pardon, selon le précédent, pour des précédents céréales, donc l'orge et le sorgho. En rouge, ce sont les rendements du blé pour les précédents légumineuses pour lesquelles les graines ont été récoltées. Et en vert, ce sont les rendements du blé pour des précédents légumineuses pour lesquelles on n'a pas eu de récolte de graines car les conditions climatiques n'ont pas permis la production de graines. Donc l'ensemble de la plante a été restitué au sol. Ce qu'on voit, c'est que pour l'année 2015, dans la majorité des cas, le rendement du blé précédé par des légumineuses présente un rendement plus élevé qu'un blé précédé par des céréales. Et cette différence est d'autant plus marquée quand on compare au sorgho. On a refait la même expérimentation sur l'année 2016-2017 et on tombe globalement sur les mêmes conclusions avec un rendement du blé précédé par les légumineuses qui est dans la majorité des cas supérieur à la quantité d'azote du blé précédé par de l'orge ou du sorgho. Ce qu'on observe, c'est qu'on a aussi observé quelques différences selon les précédentes légumineuses, avec la févrole et la lentille qui ont conduit au meilleur rendement du blé, ainsi que la veste de Narbonne, puisque la veste de Narbonne a vu l'ensemble de la plante qui a été restituée au sol pour les 2 années. Et donc finalement, on a cherché à expliquer les différences potentielles entre les espèces de légumineuses et on est tombé sur les conclusions suivantes. Déjà, on a pu classifier les espèces de légumineuses selon leur capacité à prélever l'azote minéral du sol. Donc déjà, on a des espèces qui sont capables de prélever beaucoup plus d'azote minéral pendant leur cycle. C'est le cas du haricot et du soja, contrairement à d'autres espèces qui ont tendance à moins prélever l'azote minéral, donc la veste de Narbonne, la févrole, la lentille et le lupin. Du coup, on a tendance à avoir des reliquats azotés à la récolte des légumineuses qui sont plus importants lorsque la légumineuse a moins prélevé d'azote minéral. Au contraire, après du soja et du haricot, on a moins d'azote minéral laissé dans le sol puisque ces espèces sont plus capables de prélever l'azote minéral. D'autre part, on a distingué les espèces selon leur rapport C sur N. Donc plus le rapport C sur N est faible, plus la minéralisation des résidus est importante et donc libère de l'azote disponible pour la culture suivante. Donc, on a vu qu'on avait des espèces qui avaient des C sur N très faibles. C'est le cas de la veste de Narbonne, puisqu'on n'a pas eu d'exportation d'azote par la production de graines. On avait la févrole et la lentille qui avaient des C sur N de résidus relativement faibles, et au contraire, un lupin qui avait des résidus avec très peu d'azote, puisque la majorité de l'azote était exportée dans les graines. Pareil pour les espèces capables de prélever fortement l'azote minéral, on avait des différences avec le haricot qui avait tendance à avoir un C sur N assez faible et au contraire le soja avec un C sur N très élevé. Et donc ainsi, on a pu expliquer par ces différents critères le rendement du blé suivant. Donc avec des espèces qui ont tendance à moins prélever l'azote minéral et des résidus avec un faible C sur N qui ont tendance à engendrer des forts rendements sur le blé suivant. Et au contraire des espèces qui ont tendance à beaucoup prélever l'azote minéral et à peu restituer d'azote via la minéralisation de leurs résidus et donc qui engendrent des plus faibles rendements du blé suivant. C'est notamment le cas du soja. Cependant, souvent, quand on laisse plus d'azote, on a aussi tendance à augmenter le risque de perte par lixiviation. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut être prudent sur finalement comment gérer cet azote de manière à ce qu'il soit valorisé par la culture suivante et non perdu par lixiviation. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Maë, pour cette explication très claire et pour avoir tenu le timing avec brio. Donc, du coup, on peut passer à 5 minutes de questions-réponses. Donc, comme je l'expliquais au début, mais je vais le redire parce que des personnes sont arrivées entre-temps, donc bienvenue à eux d'ailleurs. Vous pouvez demander la parole en cliquant sur le petit smiley et en cliquant sur la main pour qu'on puisse voir que vous demandez la parole. Donc, le temps que vous vous lanciez, Monsieur Lavier, est-ce que vous aviez des remarques par rapport à cette présentation? J'ai la sensation que ça commence un peu à répondre à vos premières interrogations.
Oui, oui, complètement. C'était fort intéressant, même si je pense que pour bien tout intégrer, les différents éléments qui nous ont été présentés, il faudrait presque la relire une seconde fois, mais on pourra le faire plus tard, je pense. Moi, j'aurais peut-être une première réflexion par rapport au début de votre présentation, quand vous aviez dit que notamment le pois, la févrole ou le haricot pouvaient faire de la consommation de luxe. Donc, dit autrement, on peut considérer que c'est des plantes qui sont peut-être un petit peu fainéantes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de capter l'azote par la symbiose, mais si on leur en met à disposition, elles vont faire avec ce qu'on leur donne finalement. Alors, Peut-être plus que d'autres. Alors, c'est pas tout à juste, fait ça. oui, attendez. Oui. Du coup, j'avais une question. Est-ce qu'à un moment donné, par exemple, sur des cultures qu'on pourrait implanter très très tôt au printemps, quand il fait encore un petit peu froid, il y aurait un intérêt à mettre un tout petit peu d'azote au démarrage? Voilà, c'était surtout ça. Oui, alors, pour la première question, la consommation de luxe, c'est plutôt quand on est une quantité, enfin, quand on est en présence d'azote minéral en excès, on va dire, et bien finalement, la plante, elle va avoir tendance à prélever cet azote minéral et donc à l'accumuler presque pour faire de la biomasse en plus, donc de la biomasse végétative, mais ça n'a pas forcément, enfin, ça n'a pas de répercussion sur le rendement, donc ça n'a aucun intérêt. Et à aucun moment, je vais demander à un agriculteur d'apporter 300 kg d'azote par hectare pour des légumineuses. C'est tout simplement pas possible. Après, sur votre question sur cet effet un peu starter, donc est-ce qu'il faut apporter un petit peu d'azote minéral au départ pour assurer la fixation symbiotique? Nous, on n'a pas pu répondre à cette question dans le cadre de ma thèse parce qu'on partait avec des reliquats azotés au début, enfin au semis, qui étaient assez élevés, qui étaient de l'ordre de 80 kg d'azote par hectare. Donc, ouais, on est sur des sols argileux. Alors après, dans la littérature, on voit un peu de tout. Il y a dans certains cas, ça n'a aucun effet d'apporter un petit peu d'azote, et dans d'autres cas, ça aurait un petit effet positif. Mais donc c'est pas, il n'y a pas de consensus là-dessus. Dans tous les cas, si on est autour de 30 kg, 40 kg d'azote de reliquat au moment du semis, il n'y a pas d'intérêt à apporter de l'azote minéral. D'accord, bien, merci à vous. Quelqu'un veut-il poser une question? Pour le moment, moi, j'ai rien dans le chat. Oui, donc n'hésitez pas à demander la parole ou alors à poser directement votre question dans le chat. Moi, j'en aurai encore une, du coup. Ça concerne la fin de votre intervention quand vous avez parlé des céssurènes. Alors, moi, j'avais tendance à penser que quand les plantes arrivent à maturité, elles ont toutes à peu près des céssurènes équivalents, ce qui n'est pas le cas. Et c'est quoi les écarts? Vous pouvez nous donner des ordres de grandeur, s'il vous plaît, pour qu'on voit Oui, un petit peu ce qu'il en ouais. est? Alors, pour la veste de Narbonne, donc la veste de Narbonne, c'est l'extrême, enfin, c'est le céssurène le plus faible parce qu'on n'avait pas de production de graines, donc là, on était autour de 15. Ensuite, pour des févroles, lentilles, on était autour de 30, 35, et pour du soja, on était à 70. J'ai une question. Enfin, j'ai Johan Marin qui a levé la main, qui souhaite poser une question. Donc, allez-y, Johan, vous pouvez activer votre micro. On vous entend pas. Vous pouvez cliquer sur le petit micro pour prendre la parole. Vous m'entendez? Là, c'est bon. Oui, c'était juste parce que vous disiez que, comment ça s'appelle, dans les sols où il y avait une trentaine, quarantaine d'unités de reliquat, l'apport starter n'était pas utile. Et c'était pour savoir si vous, dans vos thèses, vous aviez vu par exemple, quand vous disiez que vous aviez quasiment 80 unités de reliquat dans vos sols, est-ce que des sols comme ça, avec des reliquats importants, vous avez vu des espèces comme le pois, la févrole, qui n'auraient pas mis en place de nodosité? Pour est-ce que Alors, vous détectez un seuil ou pour lequel eh ben, on sait que si on a une soixantaine d'unités de reliquats dans le sol, les légumineuses, ça a peu d'intérêt d'en mettre, quoi. non, parce que ce qu'on a vu, c'est que dans tous les cas, même, enfin, pour certaines espèces, même quand on avait 300 kg d'azote par hectare au semis, hein, donc c'était pas réparti sur l'ensemble du cycle, euh,
elles étaient en capacité de fixer de l'azote. Donc, il y avait la présence de nodosité. Après, on va maximiser la fixation symbiotique quand on est dans des situations où on n'a pas ou peu d'azote minéral. Mais dans tous les cas, même s'il y a un peu d'azote minéral dans le sol, la légumineuse, en fait, elle a tendance à avoir un système racinaire qui n'est pas forcément très développé, en tout cas par rapport à une céréale. Et donc, elle a tendance à moins valoriser l'azote minéral et donc à mettre en place la fixation symbiotique. Mais en effet, hein, si de l'azote minéral est en excès, elle aura tendance à prioriser le prélèvement d'azote minéral plutôt que de mettre en place la fixation symbiotique.